Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe1.fr, bien sûr. Vos invités ce matin, Frédéric Lefebvre, député UMP de la première circonscription des Français établis hors de France, et Rodi Kratsa, vice-présidente du Parlement européen. Frédéric Lefebvre, bonjour. Et puis d'abord la Grèce avec vous, Rodi Kratsa, bonjour. Bonjour. L'écran noir pour 3 chaînes de télévision en public grec et le silence pour les radios. Pourquoi cette brutalité ? C'est un acte attendu, programmé depuis longtemps. Tous ces systèmes de chaînes publiques, des radios publiques, n'étaient plus gérables. Et vu le mouvement, les protestations des syndicats, le gouvernement n'a pas pu réformer, restructurer le secteur comme il fallait le faire. C'est-à-dire que la télévision grecque avait une mauvaise réputation parce qu'elle était trop libre, trop critique ou mal gérée. Il y avait beaucoup de journalistes. Elle n'était pas compétitive, elle était très chère d'ailleurs, 230 millions d'euros pour avoir une faible part d'audience, de marché, 30 millions pour avoir 3 fois plus de part de marché pour une chaîne privée. Alors, cette décision a un acte symbolique également. Le gouvernement a décidé vraiment de mener des réformes, de restructurer le domaine qui coûte cher aux contribuables et qui empêche le marché d'être compétitif. La nouvelle structure qui va naître, elle va engager en priorité les gens qui sont nécessaires et compétents, et les autres, ils auront une priorité à passer le concours spécial d'État pour des fonctions publiques. Le gouvernement conservateur de Samaras ferme donc d'autorité les télévisions publiques qui sont aujourd'hui occupées par les personnels. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est un acte inédit et condamné par toute l'Europe. Ça ne vous choque pas, vous ? Vous savez, vu la situation comme je la connais, il n'avait pas de moyens de restructurer le domaine. Rodi Kratsa, c'est pas la Troïka avec le FMI qui vous a demandé de fermer les télés au nom de l'austérité. Vous savez, la Troïka demande de diminuer le secteur public qui est grand et qui coûte très très cher à cet effort d'assainissement, d'adaptation budgétaire. Mais pour les services de télévision spéciale, je ne pense pas, je n'ai jamais entendu quelque chose. C'est le gouvernement de faire son choix. Vous ne croyez pas qu'il était possible de réformer vos télés et vos radios publiques sans les fermer, théoriquement, oui, mais l'effort a été entrepris depuis des années, sans résultat positif. Alors, le gouvernement a réagi pour donner quand même une suite, pas une fin, D'accord. Et qui doit quand même toucher d'autres domaines aussi du secteur public. Merci de votre témoignage, Rodi Kratsa. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Et maintenant à vous, Frédéric Lefebvre, en direct avec nous, élu des Français des États-Unis et du Canada. Frédéric Lefebvre, vous faites votre tour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'ai vu hier votre émotion. Mais comment on fait campagne sur un territoire aussi vaste ? 40 fois la France. Mais d'abord, vous savez, c'est 3 mois et demi de campagne. Ça veut dire que je suis rentré 2 fois une journée en France pendant cette période. C'est du porte-à-porte, aussi surprenant que ça puisse paraître. J'allais voir les artisans, les coiffeurs, les restaurateurs français. J'allais dans les banques, j'allais voir les salariés. Je rencontrais tous ces Français qui sont dispersés sur, vous l'avez dit, un territoire qui fait 40 fois la France. Mais quel argument vous utilisiez ? Est-ce que l'argument principal, c'était à bas François Hollande, à bas le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ? J'ai bien entendu tous ces conseils. Tout le monde m'a dit, c'est simple, tu fais campagne là-bas, tu fais un référendum pour ou contre Hollande et tu es élu à coup sûr. Eh bien, j'ai choisi de faire exactement l'inverse. J'ai fait une campagne où j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon organisation, j'ai parlé d'un projet. Et ce projet, c'est l'âme Nord, avec un accent circonflexe, pour resserrer les liens entre la France et les Français, pour ressouder la diaspora française. Mais comment on peut représenter ces électeurs quand on est si loin d'eux ? Et vous savez, c'est une organisation effectivement assez particulière. Je vais, moi, aller au minimum une fois par mois faire des permanences dans chacune de ces grandes villes, que ce soit Montréal, c'est payé par qui ? New York. Mais vous savez, je suis député français, de la même façon que les députés qui représentent l'outre-mer sont pris en charge par l'Assemblée nationale pour les déplacements. Je suis évidemment pris en charge par l'Assemblée nationale pour ces déplacements. Donc on peut dire qu'un député de cette nature, vous comme Meir Habib qui représente Chypre, la Turquie, la Grèce, Israël, vous êtes utile et vous servez. Je vais vous dire,
Le 21e siècle, c'est la globalisation totale. Tous ces Français que je rencontre en Amérique du Nord, qui sont des Français formidables, qui ont de l'audace, eh bien, ils sont une chance pour notre pays. Parce que aujourd'hui, ils surfent sur la mondialisation. Ils sont un autre regard, une autre vision. On doit s'en inspirer. Et États-Unis et Canada, est-ce que c'est le même type politique d'électeurs? Absolument pas. D'abord, ce n'est pas la même immigration. Vous avez notamment au Canada une immigration en tension. C'est-à-dire, regardez par exemple, hier, je parlais des infirmières françaises à Montréal. Alors qu'aux États-Unis, vous avez au contraire des entrepreneurs souvent. Et d'ailleurs, la droite l'a toujours emporté aux États-Unis, y compris dans les présidentielles. La gauche, au contraire, l'a toujours emporté au Canada. Donc vous étiez de droite aux États-Unis et de gauche au Canada? Je suis moi-même Jean-Pierre Elkabbach. Oui, mais vous savez que j'ai commencé ma vie politique avec Jacques Chaban-Delmas, que j'ai théorisé l'ouverture. Je suis un homme d'unité et de consensus. Et c'est avec ce message principal que je reviens de cette campagne. Alors, les Français d'Amérique du Nord sont secoués, comme tous les Américains, les Européens d'ailleurs, Frédéric Lefebvre, par la révélation qu'ils sont écoutés et surveillés, que les libertés et la vie privée sont sous contrôle. Vous qui avez été tout le temps partisan d'une régulation d'Internet, comment l'Europe doit-elle se protéger et réagir à cette forme d'espionnage qui la prive d'une part de sa souveraineté? Une des forces de la France a toujours été de protéger la vie privée, de protéger les libertés individuelles. Je pense que la France doit continuer d'être fer de lance en Europe de cette protection des libertés individuelles. Ça passe évidemment aussi par des lois qui protègent les individus, sur Internet comme ailleurs. Internet n'est pas un espace... Oui, mais la loi américaine permet aux services secrets américains de mettre le nez à travers Internet sur Google, Facebook, Yahoo et d'autres. Bien sûr, mais on va voir d'ailleurs comment vont se poursuivre les enquêtes qui sont en cours, et ça inquiète évidemment les Français là-bas comme les Américains. Vous êtes fidèle de toujours à Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est mon ami. Vous voyez, vous appartenez à son ministère de l'Intérieur, dont le directeur de cabinet était Claude Guéant. Est-ce que vous receviez, vous aussi, si vous permettez que je vous le demande, des primes? Je recevais, comme les différents conseillers de Nicolas Sarkozy, des primes qui étaient fiscalisées sur ma feuille de paye. Oui. Et est-ce que vous entendiez parler des primes au titre de frais d'enquête et de surveillance par les policiers? Puis dans le cabinet, vous étiez tous tout le temps ensemble? Je n'ai jamais entendu parler de telles primes. Non, regardez-moi bien en face. Non, mais je vous regarde parfaitement en face. Vous saviez qu'elles existaient, ces primes? Je viens de vous dire, je n'en ai jamais entendu parler, je l'apprends. Vous ne savez même pas si les policiers en bénéficiaient? Pas vous, alors. Vous, elles étaient fiscalisées. Et d'autres, peut-être des cabinets. Vous savez, mon rôle était, aux côtés de Nicolas Sarkozy, de suivre les textes au Parlement. Et donc, je ne connaissais pas le détail de cette organisation. Mais vous connaissez Claude Guéant. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il gardait pour son usage personnel 10 000 € par mois, etc. Jean-Pierre Elkabbach, vous me permettrez de vous dire une chose. La justice est saisie d'un certain nombre de sujets. Que la justice fasse son travail. Ouais. Moi, je ne ferai pas d'autres commentaires. Vous redescendez sur la terre française, Frédéric Lefebvre. Comment vous la trouvez? Écoutez, c'était pas si mal d'être loin pendant 3 mois et demi. Parce que d'abord, avec du recul, on voit à quel point une des difficultés majeures de la société française, c'est cette capacité à se diviser en permanence sur tout. Et c'est ça que moi, je voudrais essayer de changer. Dans ma famille politique, je veux de l'unité. Dans l'opposition, je veux de l'unité. Mais au-delà, vous avez peut-être vu hier à l'Assemblée nationale, moi, j'ai posé une question en disant au gouvernement, travaillons ensemble pour aider les infirmières françaises Vous avez de changé Montréal. La métamorphose à travers la défaite, la campagne et peut-être la nouvelle victoire. Vous savez, d'abord, une campagne, c'est toujours un moment d'échange avec les Français. Et il faut écouter. Et pourquoi vous aviez la main sur le cœur? Je vous ai vu à l'image. Pourquoi vous l'avez commencez dit, à imiter les Américains? Vous l'avez dit, d'abord, c'est très émouvant. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, et j'ai été 3 mois et demi là-bas, les hommes publics américains montrent et témoignent de leur émotion en mettant la main sur le cœur. C'est peut-être pour ça que ce geste m'est venu tout naturellement. On va voir si vous avez changé. Frédéric Lefebvre, l'américain ou toujours le français? Le français. Le français est bien français et fier de l'être. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, merci Jean-Pierre Elkabbach.